Est-ce que tu savais à quel point le manque d'esprit de compétitivité est dangereux pour ta vie? Pas seulement sur le plan scolaire ou professionnel, mais dangereux pour ta vie en général. En quoi faire preuve d'une trop grande générosité peut se retourner contre toi? En quoi est-ce du sabotage gratuit? Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Expression des émotions, chaîne sur laquelle ta santé mentale et tes ressentis sont la priorité. Si tu découvres cette chaîne, bienvenue à toi, je m'appelle Lily. Aujourd'hui, d'accord, à partir d'expériences personnelles et de témoignages et de ce que j'ai observé autour de moi, d'accord, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur l'esprit de compétitivité. On va donc commencer à réfléchir déjà sur le plan scolaire, comment ça peut se retourner contre toi. D'accord? Et ensuite, on pourra analyser sur le plan professionnel. Et aussi, on parlera aussi du fait qu'en avoir trop aussi peut également se retourner contre toi. D'accord? Parce qu'il y a aussi un point de bascule où trop de compétitivité est un problème aussi pour toi. Je vais donc commencer par une expérience simple. J'étais donc en BTS tourisme. D'accord? Donc, ceux qui me suivent savent que j'ai fait un BTS tourisme. Et après, j'ai fait un bac plus 4 en langue étrangère appliquée. Et il se trouve que quand j'arrive étudiante en tourisme, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout l'esprit de compétitivité, d'accord, l'esprit de compétition. D'accord, il n'est pas du tout. Pas du tout. Et je vais vous expliquer comment comment je me suis mis les bâtons dans les roues avec ça. Alors, je vais vous raconter une expérience. On avait un examen blanc à passer en BTS. Et il y avait des écrits, bien sûr, et des oraux. D'accord? Et un oral, je me rappelle d'un oral en anglais. Il fallait donc présenter un produit voilà, touristique, un voyage. Et voilà, il fallait parler d'un voyage. Et puis le prof avait des questions à poser. Et on passait une par une. Bon, jusque-là, tout à fait normal. Tout va bien. Donc, on finit de composer. Vous savez que quand chacun compose, chacun seul devant sa copie, mais l'oral aussi, chacun seul devant sa copie. Mais le problème de l'oral, c'est que c'est chacun son tour. Quand vous avez un prof qui doit interroger plusieurs élèves, chaque élève passe à son tour. Seul à seul avec le prof. Hein, c'est pas comme l'écrit où tout le monde est assis en même temps et le prof corrige après seul. Je passe donc en premier. Le prof me pose des questions sur le voyage que j'avais voilà, produit. Voilà, donc voilà, par exemple, je ne sais plus exactement dans quel pays c'était. Bon, je devais inventer un voyage, voilà, avec des activités touristiques proposées, où je devais aussi présenter aussi un voyage dans une brochure. On travaillait aussi avec des brochures touristiques. Bref, on commence à parler tourisme, d'accord? Et le prof, en fait, me pose des questions. Arrive le moment, me pose des questions sur mon produit touristique. Genre, pour se rendre dans tel pays, il faudra apporter quoi comme vêtements? D'accord? Voilà, par exemple, il faut penser à quoi? Je finis de passer l'examen, les autres étudiants attendaient et je les retrouve. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est là. Alors, on t'a posé quoi comme question? Alors. Il faut savoir que dans cette classe, je n'avais pas que des amis. D'accord? Mais bon, même ceux qui s'en fichaient de moi d'habitude, tout à coup s'intéressaient à moi. Bon, naïve comme j'étais, je me soigne depuis haut. Naïve comme j'étais, manque d'esprit de compétition comme j'étais, hein, me voilà qui commence à faire le détail de toutes les questions qu'on m'a posées. Vous savez ce qui s'est passé? L'entretien était en anglais. Hein. Tout à coup,
les élèves commencent à prendre des dictionnaires pour chercher différents mots. En tant qu'on t'avait demandé quel vêtement il faut porter. Et là, je vois comment on dit veste, comment on dit machin. Vous voyez, vous voyez. Vous allez me dire où est le problème dans tout ça. Le problème dans tout ça, c'est que quand les autres passent, le prof pose certaines questions. Il va voir que tout le monde répond sans problème, là où moi j'ai bûché. Et au final, c'est qui le problème? Eh bien, c'est moi le problème. C'est moi le problème. En fait, je me suis dévalorisée. D'accord? On est quand même dans un système où on est aussi valorisé, on est évalué en fonction des résultats des autres. D'accord? Ah bon? Je t'explique. Quand j'étais en BTS tourisme, je ne sais pas comment c'est maintenant, la prof principale nous avait expliqué qu'il n'y a pas de rattrapage à la fin de l'année, c'est-à-dire que tu apprends tout au fil de l'année, au cours de l'année, et à la fin, il y a un examen à passer. Tu révises tout depuis le début de l'année. Ce n'est pas en contrôle continu. Et si tu loupes l'examen, tu as un rattrapage à passer, mais l'année d'après. C'est-à-dire que tu vas refaire les matières où tu as loupé. Les matières où tu avais des très bonnes notes, tu ne les refais pas. Admettons, si tu as eu 16, tu n'as pas besoin de... Je ne sais pas moi, tu as eu un 16 je ne sais pas moi, en éco-droit. Tu n'as pas besoin de refaire la matière. Mais bon, en général, quand tu redoubles, en général, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de matières où tu n'avais pas de super bonnes notes, quoi. Bref. Mais bon, il y a un rattrapage l'année d'après. Et pourquoi je t'explique ça? C'est parce que, une fois que les élèves ont fini de composer, on regarde la moyenne de chaque élève et la prof avait dit que chaque année, on dit, alors, on va sauver qui? C'est-à-dire qu'on dit, on va sauver qui et à partir de combien? Et la prof disait qu'il y a des années, ils sauvent à partir de tiers de 9,5. C'est-à-dire que il y a des années où on dit, on va voir qui on peut sauver. Tous ceux qui ont 9,5 de moyenne, on les met de côté, on va voir qui on peut sauver. D'accord? Ou on peut dire, on va regarder les dossiers de ceux qui ont eu 9,8, 9,9. Et en fonction de quoi on décide 9,8, 9,9? En fonction des dossiers, des résultats, des résultats totaux de tout le monde. D'accord? Donc, déjà, c'est en fonction des autres. Bref. Et une fois qu'on a tout sur la table, on regarde le dossier de chaque élève. Alors, je vous donne un exemple. Madame Mireille Mathieu a eu 9,9. On va regarder son dossier. Ok, on regarde. Est-ce qu'il y a eu des absences injustifiées ou pas? Parce qu'en BTS, 2 absences injustifiées, c'est ciao, on ne te sauve pas. Absence injustifiée, c'est par exemple, je ne suis pas venue en cours parce que j'ai loupé mon réveil. Tu vois? Absence justifiée, c'est maladie, avec le mot du médecin. Par exemple. Bon, tu as 2 absences injustifiées, ciao, on ne te sauve plus. Ils ont des règles comme ça. On voit que tu ne révisais jamais tes cours, tu t'en fichais. On regarde tout ton bulletin, comment c'était. Parce que le jour J, tu peux ne pas aussi bien réussir que d'habitude alors que tu avais un très bon dossier. On voit que c'est bon, tu n'as pas besoin de redoubler. Bref, tu aurais compris que il y a des années où, si tu as 9,9, on va essayer de voir si on peut te sauver. Des années où c'est 9,5 et c'est en fonction des résultats des autres. Tu comprends alors maintenant le but du truc, c'est que là, certes c'était un examen blanc, mais un examen blanc, ça pèse dans le bulletin. On a des notes. Ok. Certes, c'était pas, comment dire, certes, ce n'était pas en contrôle continu que tu avais le brevet, tu avais le brevet de technicien, BTS, brevet de technicien. Oh mon Dieu, je m'ai oublié l'abréviation de BTS, mais c'est pas grave. Bref, donc c'est pas en fonction des résultats généraux, hein, que tu avais donc que tu avais ton examen ou pas. Mais quand tu veux poursuivre tes études, brevet de technicien supérieur, c'est ça l'abréviation de BTS. Quand tu veux poursuivre tes études supérieures en France, admettons tu es en bac plus 2, tu veux faire une licence après. En France, vers le mois de février, début mars ou plus tard, on commence à envoyer les dossiers, faire les demandes pour poursuivre les études. Et les gens regardent tes notes et dans le bulletin, on a la meilleure note de la classe et la moins bonne note de la classe. Tu vois? Donc quand tu es en train d'aider les autres là, tu te dévalorises. D'accord? C'est-à-dire que là, toi, du coup, tu
tu peux du coup, face à une autre élève qui est de la classe qui est peut-être concurrente, bah, elle peut te favoriser vis-à-vis de toi. Si vous avez demandé à poursuivre des études au même endroit, ou alors même si ta camarade de classe n'envoie pas le dossier au même endroit que toi, on voit que tiens, les autres ont eu ça, mais pas elle. Tu vois comment je te mets les bâtons dans le roue avec le manque d'esprit de compétition. D'accord? Donc, il ne faut pas rigoler avec ça. Et parce que ça te met, c'est une façon de faire les croche-pieds. On était en BTS, tout le monde s'aidait. On n'était pas non plus en fac de médecine où tout le monde ne peut pas passer. Tout le monde pouvait passer, mais il y a des moments où, quand c'est l'examen, chacun se débrouille tout seul. Parce que ce que j'avais fait aussi, c'était une sorte de triche en fait. C'était une sorte de triche. On peut voir ça comme ça. Je n'ai pas à dire aux autres les questions qu'on m'a posées en fait. Mais bon, ça va, j'ai eu mon BTS. Hein. Merci. Ne t'inquiète pas. Mais ça doit faire réfléchir quand même. Si tu m'écoutes là, fais attention. Fais attention. D'accord. Parce que c'est toi qui payes l'addition. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je vais te donner un exemple que j'ai vu plus tard quand j'étais en fac de langue. Hein, en langue étrangère appliquée. Il y a une camarade de classe qui, elle, a eu le bon comportement. Je vais t'expliquer. Elle m'a inspirée. C'est-à-dire que j'étais en fac de langue. Et cette camarade de classe, euh, suite à un rendez-vous important, elle ne pouvait pas être là le jour de l'examen. Il fallait traduire un texte. Voilà. Du français à l'anglais ou l'anglais au français. C'était une matière où on traduisait de l'anglais, non, du français à l'anglais. Voilà, parce que vous savez, en fac de langue, il y a des matières où on fait l'inverse. Bref. En tout cas, c'est une matière où on devait traduire des textes du français à l'anglais, sachant qu'en fac de langue, il y a des matières où tu fais l'inverse. D'accord? Voilà. Et là, c'est une matière où c'était surtout écrit. D'accord? Bref. Et il se trouve donc que cette camarade de classe, on va l'appeler Julia. Julia, elle ne pouvait pas assister donc à l'examen le jour J. Et la prof lui dit donc, comme elle avait une bonne raison, la prof lui dit, tu vas passer l'examen avant les autres. D'accord. Elle lui donne, et cette amie, c'était une amie, une de mes amies, une des rares amies que j'avais là-bas. Donc, cette camarade de classe passe l'examen. D'accord. Et elle me dit, Lily, comme tu es ma seule amie ici, tu es l'une des rares amies ici pour moi, et je sais que toi, tu es en BTS tourisme comme moi, et que, enfin, elle avait fait autre chose avant, mais toi, tu es nouvelle aussi dans cette faculté de langue, dans cette classe, les autres se connaissaient déjà avant. Bref, j'aimerais te dire que l'examen, c'était sur tel sujet d'actualité. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est déjà beaucoup. Vous allez comprendre la suite. C'est beaucoup parce que du coup, j'ai commencé à chercher du vocabulaire sur le sujet d'actualité en anglais. Et vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé un truc que je n'avais jamais vu de toutes mes études en fac de langue. C'est que le jour où on a passé l'examen, ça a été une catastrophe au niveau des résultats. Ma pote m'avait dit que ça serait compliqué, effectivement. Et effectivement, c'était compliqué, même pour ceux qui étaient les plus doués. Il y avait eu beaucoup de side notes, d'accord? Moi, j'ai peut-être eu 8, 9, 10, je ne sais plus. La plupart des élèves n'avaient pas la moyenne, mais c'était genre 4, 5, quoi. Ouais, c'était très bas. Très bas. Et la prof, c'était une. Elle n'avait pas le titre de prof, elle était là pour être comme une assistante en anglais. Bref, peu importe. Mais la dame qui était enseignante, qui faisait office d'enseignante, c'était une anglaise, une américaine exactement. Elle dit, oh mon Dieu, vu comment ça a été loupé là, je dois parler à la direction si je compte ces notes ou pas. Si je les compte avec quel coefficient, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et finalement, il a été décidé que la note comptait, mais avec un coefficient beaucoup plus bas. Vous voyez comment les choses se retournent? Tout à coup, c'était la prof le problème. Oui, parce que tu ne peux pas faire un examen et presque tout le monde a loupé. Mais si maintenant ma camarade de classe, ma chère Julia, elle avait informé tout le monde. Oui, ça parle de tel sujet. Qu'est-ce qui se serait passé? Julia qui n'avait pas très bien réussi l'examen, on aurait dit que bah, c'est elle le problème. Tu comprends? C'est elle le problème. Vous voyez un peu comment ça joue. Mais ça peut jouer les choses là. D'accord? Et voilà. Donc,
tu comprends l'esprit de compétition, comment c'est important. Ou ça te valorise en fait. Tout à coup, ma pote, ce n'était plus celle qui était nulle. C'était qui avait un problème. Hein, et que tout le monde était nul peut-être, hein, ou pas. Mais ce n'était plus une personne qui était nulle. C'était que finalement, tout à coup, c'était la prof le problème. Hmm. Et moi, cette histoire de manque d'esprit de compétition, elle me suivait. J'avais déjà ces petites habitudes en BTS bête. Je me rappelle de ces petites habitudes que toi aussi, tu peux commencer à détecter. Je vais t'expliquer. J'avais un jour un exercice à faire à deux avec une des rares amies que j'avais en BTS. On devait faire un exercice basé sur, bref, peu importe le sujet. Il se trouve que c'était par deux. Et elle, quand on travaillait ensemble, c'était une des meilleures de la classe ou la meilleure. Quand on travaillait ensemble sur notre projet ensemble, il fallait faire une image, informer sur quelque chose, peu importe, il y avait des images, bref, peu importe. Et je vois que, pardon, cette camarade de classe, quand les gens s'approchaient de moi, moi je ne cachais pas, j'écrivais ce qu'on avait à faire. Cette camarade de classe, elle était en train de dire non, cache, cache, cache. Et moi je me disais, mais je ne voyais pas l'intérêt de cacher en fait. Vous voyez? Mais cette camarade de classe, elle avait déjà compris. Parce que les autres viennent voler tes idées. Et finalement, l'idée à toi, que toi-même tu aurais pu procéder seul, qui aurait pu être tellement valorisée parce que c'est toi qui as trouvé que telle idée, bah, ce n'est plus valorisé. Elle avait compris. Hein? Elle avait compris. Un autre exemple aussi, quand j'étais en fac de langue, il fallait inventer un produit en groupe. Et après, il fallait voter en classe quel était le meilleur produit. Toute la classe votait. Il se trouve que la personne qui gagnait le vote pouvait obtenir un point de moins dans sa moyenne. Et nous, on l'avait inventé dans mon équipe en cours d'allemand, éco. C'est un cours, oui, c'est un cours qui était seulement en allemand. Hein. Et il se trouve que dans ce cours-là, mon équipe, on avait inventé des lunettes qui s'auto-nettoient tout seul. Alors que il y avait un groupe dans la classe qui avait inventé un produit, j'avais trouvé super. Elles avaient inventé ensemble une machine qui épluche les pommes de terre. Et moi, j'avais trouvé l'invention super. Elles avaient bien vendu leur truc. Et au moment de voter, manque d'esprit de compétition, j'ai voté pour elle. Et elle, on était parmi les meilleurs. C'est-à-dire que vous voyez, quand il y a des votes, on voit un peu qui est en train de percer. Nous, on allait avoir peut-être la deuxième ou la troisième place maximum sur peut-être 6 groupes. Je ne sais plus. 6 groupes au total. Et moi, je dis à ma camarade de classe à l'époque, qui était dans mon groupe, Clémence, si tu me vois, désolée, parce que quand je t'avais dit que Clémence, j'ai voté pour les autres, d'accord, elle était étonnée. Elle n'avait pas compris. Elle n'a pas compris. Elle dit, mais attends, moi, je ne fais pas un concours pour perdre. Ben oui, parce que les autres obtenaient un point de plus. Mais moi, je voulais rester trop généreuse, trop juste. Non, il y a des moments, non, il ne faut pas être comme ça. Parce qu'eux gagnent un point de plus. Et comme j'ai expliqué avant, un point de plus, ça compte dans la suite de la carrière, hein, de poursuite d'études. Et surtout, on était maintenant en fac de langue. Et là, c'est en contrôle continu. C'est-à-dire que même s'il y a des moments de partiel, tout le monde compose, des moments d'examen, mais quand tu es en faculté, à l'université, bah, en fait, les notes, c'est en contrôle continu. Voilà, c'est ça que si tu as eu une bonne, mauvaise note, ça pèse déjà dans la balance de réussir l'année ou pas. Les BTS qui, eux, quand tu fais un BTS, t'es étudiante, mais ça se passe dans les lycées, t'es étudiante dans un lycée. Voilà, c'est implanté dans les lycées, pour les plus jeunes qui m'écoutent. Voilà. Et là, bon, comme je disais, il y a l'examen à passer à la fin. Mais là, en faculté, non. En faculté, ça compte toutes les notes que tu as régulièrement. C'est ça qui va décider à la fin si tu as ton examen ou pas. Donc moi, je me suis sanctionnée. Alors que je n'avais pas non plus des super bonnes notes, quoi. Hein? Comme on peut avoir au collège. Donc, bref, vous avez compris un peu comment ça sanctionne. Parce que moi, je me disais, bon, c'est pas comme si on était en entreprise. Oui, mais il faut réfléchir à sa vie comme si on était une entreprise. Ton corps, c'est comme une machine. Une entreprise, parce que l'entreprise a des dépenses. D'accord? L'entreprise doit évoluer, a des objectifs. Et toi, ta vie, c'est comme une entreprise à gérer. D'accord? C'est une entreprise à gérer. C'est pas pour rien que, c'est pas pour rien que les entreprises ou des gens ont des brevets, donc des titres de propriété intellectuelle. C'est pas pour ça qu'on dépose des brevets. Parce qu'un brevet, pour les plus jeunes qui m'écoutent, c'est un titre de propriété intellectuelle pour dire que tu as inventé un procédé ou tu as inventé quelque chose, hein, un produit.
Et ça, quand tu l'as inventé et que tu déposes le brevet, hein, et que tu obtiens un document qui prouve que tu es la propriétaire de l'info intellectuelle, ça te donne des droits dessus et ça empêche les autres d'utiliser ton produit, ton invention. Ça empêche les autres d'utiliser ce que tu sais pour produire ton produit. Hein. Ça empêche les autres de produire le même produit comme ils ont envie. Ça empêche les autres de copier ta technique comme ils ont envie, sans autorisation. Et quand tu as l'autorisation, ça veut dire que tu as payé derrière. Tu as payé. Donc, l'esprit de compétition, ça veut dire que les informations, on ne les donne pas n'importe comment. C'est basé beaucoup sur les informations qu'on donne ou pas. D'accord? Parce que quand tu as le droit exclusif comme ça d'utiliser un produit pendant un certain temps, d'utiliser une invention, d'accord, comment dire, d'exploiter une technique, hein, avec plus de droits que les autres, quand tu as comme ça cet avantage, hein, quand tu as cette propriété qui te donne tellement de droits, bah, ça te fait avancer, tout à coup tu vas pouvoir vendre des choses que les autres ne peuvent pas forcément vendre comme ils ont envie. Ça te pousse vers l'avant. D'accord? Parce que les autres sont... Bref, tu as compris. Et, ces brevets, ça peut être déposé par une personne physique, donc c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde, ou une personne morale, c'est-à-dire un groupe de personnes, une entreprise par exemple. Hein? Ou une association, je ne sais pas, mais une personne morale, c'est un groupe de personnes. Une classe, c'est une personne morale. Voilà, pour les plus jeunes qui m'écoutent. Alors, maintenant, puisqu'on parle d'entreprise, je vais donc parler d'une expérience professionnelle où, ça c'était pas la mienne directement, une expérience personnelle, professionnelle qu'une personne a vécue et qui s'est retrouvée à perdre son travail à cause d'un manque de compétition. D'ailleurs, pour les entreprises, une entreprise qui n'a aucun esprit de compétitivité, d'accord, cette entreprise-là, elle ne survit pas dans le temps. Elle ne survit pas. D'accord? La compétitivité en entreprise, elle est importante. Et ça, il faut un esprit de compétition pour ça, pour pouvoir tenir cette compétitivité. D'accord? Il faut un esprit de compétition. Sinon, tant pis pour toi. Donc, je vous parle de cette jeune femme que je suis. Je la suivais, voilà, une jeune femme que je suivais sur YouTube. Elle expliquait que, en fait, elle avait... elle s'appelle, dans le nom de la chaîne YouTube, elle s'appelle Lady Chic Glam. Lady Chic Glam. Cette jeune femme disait qu'elle était arrivée dans une entreprise et elle devait... elle était dans une entreprise, elle avait un poste. Je ne sais pas ce qu'elle faisait exactement, peu importe. Et il se trouve qu'elle devait s'absenter un moment et quelqu'un devait la remplacer. Et on lui demande donc de commencer un peu à montrer à l'autre personne ce qu'elle fait, quoi. D'accord? Préparer un peu, vous voyez, l'intégration de la personne, le temps avant qu'elle s'en aille. Donc, Lady Chic Glam, comment elle s'appelle elle-même, elle commence à lui montrer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il se trouve que cette jeune femme, Lady, était plus diplômée que la femme qui arrivait pour la remplacer. Donc, pour l'entreprise, elle allait coûter moins cher, la nouvelle allait coûter moins cher. Et Lady Chic Glam commence à lui montrer plein de choses, qu'une personne qui est moins diplômée qu'elle n'aurait pas forcément su. Et au final, la jeune femme, elle a commencé à bien gérer les choses, tellement bien gérer les choses que, une fois que Lady Chic Glam s'est absentée, on lui a dit à un moment donné qu'on ne pourrait pas prolonger son contrat parce que, voilà, je ne sais plus, ils ont tous les excuses, d'accord. Je ne sais pas quel type de contrat qu'elle avait, mais on ne pouvait pas prolonger parce que l'autre jeune femme faisait l'affaire. Elle faisait l'affaire grâce à qui? Parce que l'autre jeune femme, Lady, lui avait donné toutes les infos qu'il fallait. Donc, pourquoi prendre une qui coûte moins cher, plus cher? Quand celle qui coûte moins cher fait déjà le même boulot, tu vois. Donc, le but, c'est pas non plus comment dire, là, je regarde mes notes. Le but, c'est pas non plus de mettre des bâtons dans les roues voilà, aux gens, d'accord? Mais il est conseillé apparemment de ne pas tout montrer aux gens comme ça. On ne donne pas les informations comme ça, d'accord? Mais il y a des cas où tu peux montrer plus. J'ai le cas, j'étais dans une compagnie aérienne, je vendais des billets par téléphone, d'accord? C'était service client, vente de billets, modification de billets d'avion. Et j'étais arrivée dans l'équipe et mes collègues, elles n'avaient aucun intérêt de ne pas tout me montrer. Le but, c'est que je sois opérationnelle le plus tôt possible. Elles avaient compris que je n'étais pas là
je n'étais pas là pour les remplacer. Vous voyez? Donc, chacun aussi, en fonction de son contrat, c'est si il ou elle est, comment dire, il doit pouvoir évaluer si la nouvelle est un problème ou pas. Si la nouvelle est éventuellement là pour venir te remplacer avec des magouilles un peu bizarres comme il y a dans les entreprises. Dans certaines entreprises, on t'aide à te mettre toi-même dehors. Hein. Il y a quelqu'un qu'on emmène comme ça, on ne la forme pas et toi, on te demande de la former. On t'aide et on te demande de former une personne qui va rester pour te remplacer. Il y a des entreprises qui ont des magouilles comme ça. Il y a des entreprises où la personne arrive, les collègues peuvent l'aider, mais ce n'est pas dans le but de faire gicler les collègues. Donc, il y a des entreprises où tu as quand même intérêt à aider l'autre collègue parce que plus vite la collègue est opérationnelle, mieux c'est pour toute l'équipe. D'accord? Donc, j'ai été dans une entreprise où j'ai eu des collègues comme ça dans le transport aérien qui m'ont beaucoup aidé pour que je sois vite, le plus rapidement possible autonome. C'est à toi d'analyser en fait, en fonction du type de contrat que tu as. D'accord? Si tu as des problèmes avec l'entreprise aussi, d'accord? Oui, parce qu'il y a des gens, ils ont peut-être un CDI, mais l'entreprise ne veut plus d'eux ou d'elle parce que l'entreprise estime que la personne a trop maintenant de retard, trop de maladies, a maintenant trop d'exigences sur le plan médical qui les dérange. Par exemple, je ne sais pas moi, les gens qui disent oui, moi je ne travaille pas de nuit, or l'entreprise a besoin de gens qui travaillent de nuit. Bref, il y a des entreprises euh, pour qui tu peux commencer à devenir un problème pour X, Y raison et qui ne peuvent pas te mettre dehors n'importe comment. Ils ont pas mal de stratégies. Mais une des stratégies, ça peut être déjà commencer à trouver quelqu'un qui va te remplacer. D'accord? Mais il faut faire attention au comportement que tu as. Hein? Parce que moi, j'ai déjà vu des collègues comme ça. Moi, j'ai déjà subi un cas comme ça. Une collègue qui croyait que j'étais là pour la remplacer. Je n'ai parlé dans une des vidéos que j'ai fait ce mois-ci d'ailleurs. Une collègue qui croyait que j'étais là pour la remplacer, qui a commencé à me harceler, me causer beaucoup de soucis. Et ça, il faut faire attention, ça peut se retourner contre toi. Parce que à un moment donné, j'ai commencé à dénoncer le comportement de cette collègue. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas réagi tout de suite. Il faut souvent réagir tout de suite. Tout de suite. D'accord? Mais bon, bref. J'avais fait des vidéos aussi dessus, sur les conseils voilà, en entreprise, qu'on est en difficulté. Bref, je mettrai la vidéo aussi en barre de description. Cette vidéo où j'explique un peu les dangers qui guettent les jeunes femmes en entreprise, comment on gère tout ça. D'accord? En tout cas, commencer à harceler la collègue parce que tu as peur qu'elle prenne sa place, ce n'est pas forcément la meilleure solution non plus. Ce n'est pas la bonne solution. D'accord? Et comment dire aussi, et voilà, mettre des bâtons dans les roues, inventer des histoires sur la collègue pour la mettre dehors ou pour la rendre malade, ça ne marche pas non plus. Ça va se retourner contre toi à un moment donné. J'ai déjà vu un cas comme ça. Une collègue, une amie m'avait expliqué comme ça qu'il y avait une nouvelle collègue. Bon, elle était nouvelle. Elle était jalouse de certaines personnes dans la boîte. Elle a commencé à harceler les gens. Et cette nouvelle, on l'a dégagée. Bref, il faut savoir doser aussi un peu comment on fait les choses. Aussi, je vais rajouter quelque chose aussi. C'est à toi aussi de voir, en fait, il faut voir comment, quand tu intègres aussi une boîte, d'accord? C'est à toi aussi de voir, quand tu intègres une boîte, est-ce que tu mérites de rester dans une entreprise ou pas? J'avais fait une vidéo aussi dessus. Je la mettrai dans la description où j'explique un peu comment on peut commencer à détecter les boîtes qui causent des problèmes, qui vont mettre les collègues en conflit. C'est-à-dire que s'il y a des collègues qui, on arrive à avoir un comportement qui n'est même plus une histoire d'esprit de compétition, mais qui commence vraiment à être trop malsain, d'accord? Un comportement trop toxique, par peur de perdre leur place. Hein? Quand il y a des comportements comme ça, c'est que parfois dans l'entreprise, il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, tu arrives dans une entreprise hein, et c'est ta collègue qui te forme alors que ce n'est pas son boulot. Moi, j'ai déjà vécu un cas comme ça, je vais raconter tout à l'heure, où j'arrive dans une entreprise. Celle qui doit me former, la boîte a envie de la gicler parce qu'il y a beaucoup de soucis. Et elle, c'est encore elle qui doit me former alors que ce n'est pas son travail. Et je me suis retrouvée comme ça où certaines autres devaient me former et essayer de m'aider comme ils pouvaient en critiquant beaucoup l'entreprise, en m'aidant juste un peu un minimum. Et puis, bon, j'avais une collègue avec laquelle j'étais beaucoup au début, qui, elle, faisait exprès pour ne rien me montrer. D'accord? C'est-à-dire que on était dans un espace touristique. Je ne vais pas donner le nom de la boîte. On travaillait dans un domaine touristique. On avait des gens à accueillir.
il y avait aussi des encaissements par rapport à la caisse. Et moi, je n'avais jamais, enfin, non. Et moi, je ne sais, j'avais jamais travaillé dans cette boîte en tant que telle. Du moins, à la caisse, jamais. J'avais juste fait un stage à l'époque dans cette boîte. Bref. Cette collègue, elle avait des choses à me montrer. D'accord? Et même si j'avais déjà eu un peu d'expérience avec la caisse, je ne savais pas utiliser tout ce qu'il fallait faire. Bref, elle avait des choses à me montrer. Et cette collègue, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand il y avait peu de monde, peu de gens, elle me montrait rien, elle me racontait plein de choses sur sa vie, sur plein de choses et tout, en faisant un peu la gentille, bref. Elle racontait plein de choses. Elle monte un petit truc, puis elle me laisse pas essayer, elle parlait, parlait, parlait. Et quand les clients arrivent, elle me dit, oh non, il y a trop de monde là maintenant, il faut que je le fasse parce que ça, il y a trop de monde. Vous voyez. Mais c'était fait exprès. C'était fait exprès. Et moi, j'étais très naïve, j'ai pas compris tout de suite, mais avec le recul, quelques jours après, j'ai vite compris que c'était fait exprès. Parce qu'elle avait peur. Moi, j'étais jeune étudiante, jeune, belle, intelligente. Bref, donc en fait, j'étais arrivée, j'avais beaucoup de qualités pour intégrer cette équipe. D'accord? Je disais jeune, belle, intelligente, c'est une façon de dire les choses, on se comprend. Voilà, donc en gros, elle s'est sentie menacée par moi parce qu'elle me voyait belle, intelligente, jeune et j'étais diplômée. Elle s'est sentie menacée en fait. Et elle s'est dit non, non, je ne vais pas aider cette jeune-là à piquer ma place. Et elle a tout fait. Tout en rigolant avec moi, elle faisait tout pour me mettre en difficulté. D'accord? Parce que, bon, bah, l'entreprise n'avait pas fait les choses comme il fallait. Normalement, une entreprise qui fonctionne bien, elle a une équipe qui te forme. Après, tu es sur le terrain et les autres t'aident à peaufiner les choses. Et moi, donc cette collègue-là, elle a fait l'inverse de ce que avait fait Lady Shiglam. Elle a fait tout l'extrême. Tout l'extrême. Genre, je ne vais pas t'aider du tout. Et au final, bon, bah, on se rend compte que ça fait quelques heures que je suis là, je ne sais toujours rien faire. Ça m'a beaucoup freiné en fait. Ça m'a beaucoup freiné. Sans parler après de, dans la même équipe, une collègue qui avait volé dans ma caisse pour me mettre en difficulté. Vous voyez, il y a des cas comme ça. Oui, oui. Et une autre avait même volé dans ma caisse. Comment l'histoire s'est terminée? J'ai dû quitter l'équipe. La boîte m'a mis dans une autre, m'a proposé un autre boulot dans la même boîte. D'accord? Parce qu'il y avait un montant de caisse. Et bon, bah, on m'a proposé autre chose dans cette boîte. Mais bon, ça ne me convenait pas vraiment. Mais le fait qu'on me propose quelque chose, c'est que la direction sentait quand même qu'il y avait des choses qui ne s'étaient pas passées correctement. Parce que si la direction avait pensé que c'est moi le gros problème, on m'aurait giclé tout de suite. Tu vois? Et je pense qu'ils ont même fini par savoir ce qui s'était passé. Ils ont pas mal de caméras là-bas. Et 1 ou 2 ans plus tard, quand j'étais retournée par curiosité, il y a plein de collègues qui n'étaient plus là. Et à l'époque où j'avais intégré cette entreprise, j'avais même appris qu'on venait de dissoudre une autre équipe. Vous voyez, là où on bosse avec l'argent, ça peut être délicat. Bref, vous m'aurez compris, il y a des entreprises où il y a plein de choses qui dysfonctionnent aussi. C'est aussi à toi de voir. Hein, et comme j'avais parlé dans l'autre vidéo, une entreprise où il y a trop... Il y a beaucoup de signes pour détecter une entreprise où il y a un problème. Mais, il y a des entreprises où il y a trop de turnover. Vous voyez, trop d'entrées, de sorties de gens. Hein, des gens qui partent, qui restent, qui partent. Bref, ça c'est aussi une alerte. Tout ça pour dire que l'esprit de compétition, elle peut être vraiment très malsaine dans un contexte où l'entreprise ne gère pas bien les collègues. D'accord? C'est ce que j'essaie de dire. Donc, cette jeune femme, elle avait fait l'extrême de Lady Shiglam. Alors, quel est le mieux à faire? À toi de voir le juste milieu. Et moi-même, en tant que victime de ce comportement, j'étais trop naïve. Mais j'aurais dû aussi, dès le départ, dire à la direction que bon, bah, je suis là. Hein, vous me demandez comment ça se passe. Bah là, en fait, je ne vois rien. J'ai besoin d'être formée, je ne sais pas. Bon, ma collègue, je l'ai vu travailler, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas pour dénoncer la collègue, c'est pour parler de toi que là, je n'ai pas eu la possibilité de montrer, de pratiquer beaucoup, donc je ne sais rien. Après, c'est à eux de voir comment ils font. Est-ce qu'ils me mettent avec une autre collègue? Est-ce qu'ils me forment eux-mêmes? Mais il faut aussi pouvoir dénoncer que, de façon très polie, que bah, tu ne sais pas quoi faire, on ne t'a pas montré. Il faut, au lieu de fermer la bouche, tu veux protéger quelqu'un, au lieu de fermer la bouche pour protéger une collègue qui, elle, on n'a rien à foutre de toi. D'accord? Dans les entreprises, il n'y a pas de secret. Arrêtez de fermer la bouche et de protéger les gens pour rien. Dans les entreprises, il faut ouvrir la bouche. Il faut vraiment expliquer ce qui se passe. Parce que quand tu es en train de protéger quelqu'un, l'autre personne, elle est en train de te noyer. Or, quand on a ta version des faits, confrontée à d'autres personnes, à celle d'autres personnes, ça te sauve beaucoup la vie en entreprise. J'aurais dû parler à la direction, dire que voilà, je n'ai pas l'occasion de beaucoup m'entraîner, quoi. D'accord? Et
Ensuite, voilà, ce que je peux rajouter aussi, le fait aussi de manquer d'esprit de compétition, ça cache quand même souvent trop de gentillesse. Oui, trop de gentillesse. D'accord? Et j'avais fait une vidéo dessus que je vous mettrai en barre de description où j'explique comment le côté trop gentil, trop généreux, ça a failli me coûter la vie même. Oui, parce que ça peut te pourrir la vie. D'accord? D'accord? Ça peut te pourrir la vie. On a plus haut l'histoire de manque d'esprit de compétition qui peut te faire perdre un boulot. Donc, financièrement, te mettre dans la merde. D'accord? Mais, c'est ça le problème. D'accord? Mais ce comportement de manque d'esprit de compétition, ça cache trop de gentillesse. Trop de gentillesse. Et cette histoire de trop de gentillesse là, il faut qu'on arrête de regarder les films Walt Disney. Qui font croire que dans la vie, les gens trop gentils gagnent toujours. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne dis pas qu'il faut être méchante avec les gens, mais le côté trop gentil là, hein, qui finalement explique beaucoup le manque de compétition, le manque d'esprit de compétition pour beaucoup de gens. Bah ça va faire que dans la vie, ça va te causer beaucoup de soucis. Donc, comme je disais, j'avais fait une vidéo où j'explique comment le côté trop gentil, ça m'a causé beaucoup de soucis dans ma vraie vie, à un moment donné dans ma vie, et ça a même failli me coûter la vie. D'accord? Et parce que, bon, dans les films Walt Disney, on croit que les gentils gagnent toujours, c'est pas vrai. C'est pas vrai dans la vraie vie. Parce que nous, on a envie d'être trop gentil, pourquoi? Parce qu'on a envie d'avoir de l'amour pour les gens, on a envie d'être apprécié, on a envie d'avoir du respect, de la reconnaissance. En fait, avec trop de gentillesse, tu obtiens trop, tu obtiens tout le contraire. Parce que les gens, quand tu leur donnes quelque chose trop facilement, tu les aides trop facilement, il y a comme, on est dans un monde où, du moins quand je vois la société française, hein, même allemande, je vis ici, même camerounaise, en fait, les sociétés que je connais le mieux, les cultures que je connais le mieux, je me rends compte que les gens, quand je leur donne quelque chose trop facilement, ça peut être, les gens, en fait, se comportent comme si ça n'avait aucune valeur. D'accord? Il y a ça. Puis les gens peuvent te réclamer de plus en plus, de plus en plus. Il n'y a même plus de considération, il n'y a même plus de reconnaissance. D'accord? Il n'y a plus de respect. C'est ça. Et parfois même, ça peut même mener à la haine. Oui, parce que quand tu veux trop aider les gens peuvent se dire, mais ce temps pour qui? Il avait trop montré qui? Hein? Bon, je l'ai aidé, j'avais besoin d'argent, elle m'a donné de l'argent, elle veut tout me montrer qu'elle est riche. La personne commence même à te critiquer alors que tu l'as aidé. Ah là là, je te jure. Ça me rappelle, comment dire, oui, tout ça, ça me rappelle en fait ce qu'une jeune femme que je suis qui s'appelle Bruna. Elle a une vidéo, une femme d'origine camerounaise qui vit en Italie. Elle a une chaîne qui s'appelle Africa Diaspora, où elle alertait, elle parlait un peu de la gentillesse, mais elle parlait de la diaspora africaine noire, qui elle a tendance toujours à beaucoup aider les gens au pays, à envoyer de l'argent. Bref. Elle expliquait comment certaines personnes se retrouvaient ruinées, pendant que ceux ou celles à qui tu envoyais l'argent, eux, construisaient leur vie. Une maison, un mariage, etc. Et toi, tu es là, tout ton argent dilapidé, et le jour où tu as besoin d'aide, on t'insulte même. Et ça, c'est une chose qu'on a beaucoup vécue. Pourquoi je parle de ça? Parce que cette jeune femme disait un truc, c'est que, elle disait une phrase, je ne sais plus la phrase exacte, mais l'idée c'était qu'il y a des gens, quand tu les aides, en fait, tu détruis ta vie. Il y a des gens, quand tu les aides, tu te mets, tu pourris ta vie. Hein, c'est un peu comme un chien que tu nourris qui va te mordre un jour. Et pareil, dans la vidéo sur la gentillesse, j'avais vraiment donné un exemple personnel où en aidant quelqu'un, je me suis mis dans une sale situation. Où je me suis mis dans une mauvaise situation. Comment la personne que j'ai aidée s'est retournée contre moi, retournée plein de gens contre moi. Les gens que je lui avais même fait rencontrer parce qu'elle était seule. Il faut regarder cette vidéo. Parce que le côté gentil là, quand vous êtes trop, ça détruit votre santé mentale et du coup physique. D'accord? Au-delà même de tout ce que vous pouvez perdre, c'est sur le plan matériel. Hein? Au-delà de toutes les barrières que ça peut causer au niveau de l'évolution professionnelle, je ne sais quoi. C'est votre santé mentale et physique qui est en jeu. D'accord? Écoute, si tu es toujours là, n'oublie pas de liker si tu aimes la vidéo, de me dire ce que tu penses de ce que j'ai fait comme vidéo, de t'abonner si ce n'est pas fait, hein? C'est une façon de m'encourager aussi. J'aime bien aussi savoir ce que les gens pensent des vidéos que je fais, ça m'aide à prévoir la suite.
Moi, dis-moi, à quel moment, toi, tu as manqué d'esprit de compétition? D'accord? Dis-moi à quel moment tu as manqué d'esprit de compétition et oui, ou à quel moment, toi, tu as trouvé que dans ta vie personnelle, tu as été un peu trop dans l'esprit de compétition et ça s'est retourné contre toi. D'accord? Et j'ai hâte de te dire, merci beaucoup pour ton attention et je te dis à très vite, à samedi pour une nouvelle vidéo. Merci.